Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Socol, donc dédié au nouvel outil Solopack qui va permettre donc de proposer un nouvel outil de calcul pour le dimensionnement des pompes à chaleur solaires. Alors, vous êtes déjà nombreux à être connectés, mais on a beaucoup d'inscrits, donc je vous propose d'attendre une petite minute encore avant de démarrer formellement ce webinaire qui sera enregistré et donc disponible en replay, comme d'habitude, sur la partie membre du site internet Socol. Alors, pour ce webinaire, donc, je vais rapidement vous présenter le contexte, mais c'est Philippe Papillon donc, qui a développé l'outil de calcul qui sera le présentateur et l'animateur principal de ce webinaire. Philippe, en attendant que tout le monde se connecte, je te laisse peut-être te présenter en 2 mots. Oui, bonjour. Philippe Papillon, je suis ingénieur indépendant et spécialisé en solaire thermique depuis un certain nombre d'années. J'ai eu l'occasion de travailler sur cet aspect méthode de calcul de performance pour les installations PAC solaires, qui faisait une continuité à ce que j'avais fait l'année passée sur les évolutions de Solo. Voilà en quelques mots. Merci Philippe. Bon, je vous propose de démarrer le webinaire. Donc, avec d'abord une petite présentation rapide du contexte. Donc, je travaille pour Enerplan. Donc, on est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire depuis 1983. Donc, on regroupe les professionnels sur toute la chaîne de projets du solaire, à la fois pour le photovoltaïque et le solaire thermique. Et en ce qui concerne le solaire thermique, depuis 2009, nous animons et alimentons avec l'aide de nos experts contributeurs Socol, la plateforme collaborative Socol, qui est dédiée à la chaleur solaire collective. Et cette plateforme, donc, elle permet de regrouper, notamment sur un site internet solaire-collectif.fr, tous les outils qui sont développés par justement les groupes de travail qui mobilisent les experts Socol depuis plusieurs années. Et donc, nous élaborons une série d'outils. On commence à avoir une bonne palette d'outils actuellement sur le site. Et ensuite, nous les diffusons, et ils sont disponibles à tous de manière complètement libre et gratuite sur ce fameux site Socol. Donc, on retrouve euh, toutes les ressources Socol dans l'onglet ressources du site Socol. Cet onglet, il contient à la fois des outils techniques et des outils pédagogiques comme des fiches de retour d'expérience, des vidéos. Et donc, dans la partie technique, on va avoir un classement entre diverses étapes qui vont partir du démarrage du projet jusqu'à au suivi dans la vie complète de l'ouvrage. Et donc, dans le cadre de ces étapes, je pense qu'ils doivent être sur la diapo suivante. Nous avons voilà donc la partie initiation du projet. Donc là, on est plus sur des outils pour l'avant-projet. La partie qui concerne des renseignements sur euh, les professionnels eux-mêmes qui vont accompagner le projet au niveau de la conception, de la mise en œuvre, du suivi de la maintenance. Des outils pour la conception, donc qui vont plutôt concerner les bureaux d'études. Et ensuite, des conseils et des outils pour bien mettre en œuvre l'installation et ensuite la suivre et la maintenir toute sa vie. Dans la partie conception, on va avoir des schémas, des conseils pour le dimensionnement, mais on va également avoir des outils de dimensionnement, donc comme par exemple justement l'outil Solo. Et donc cet outil Solo, ça fait des années, je pense que la plupart d'entre vous devez le connaître, des années qu'il existe. On avait eu une dernière mise à jour, je crois, en 2018. Euh, Entre-temps, Socol a travaillé sur des nouvelles typologies
de solutions d'installation et de projets solaires thermiques. Et dans ces typologies, certaines ne faisaient pas partie de Solo. Solo lui-même avait également besoin de mise à jour pour ce qui concernait les solos CESC, mais on s'est rendu compte que pour le dimensionnement des nouvelles typologies concernant notamment les pompes à chaleur solaire et les SSC collectifs, on devrait pouvoir travailler sur des outils séparés. Donc, dans ce contexte-là, on a réalisé un programme de travail complet dès 2023. Et donc, les travaux solo ont commencé en 2023 et fin 2024, on a pu avoir un noyau de calcul à disposition qui est toujours disponible sur la partie membre toujours du site Socol. Le solo tel qu'on le connaît avec ses fonctionnalités utilisateurs sera lui mis en ligne sur le site de l'INES donc l'année prochaine. Et dans ce contexte de création de nouveaux logiciels, on a démarré cette année des travaux pour le Solopack, donc qui est l'équivalent entre guillemets, mais Philippe vous en dira plus et plus en détail. Donc un outil de calcul qui permet de dimensionner les pompes à chaleur solaires. Et cet outil, de la même manière, va être mis à disposition en deux parties. Donc la première partie, c'est le noyau de calcul qui est donc aujourd'hui l'objet de cette présentation et de ce webinaire qui lui-même sera en ligne dans les prochains jours. Et l'année prochaine, l'INES le transformera en guillemets, pour qu'il soit mis en ligne également sur son site à côté de Solo. Mais dès cette fin d'année, vous pourrez utiliser un outil Solopack qui vous permettra d'accéder aux fonctionnalités. Et puis l'année prochaine, donc nous aurons la même logique avec un démarrage pour un outil de calcul pour les systèmes solaires collectifs combinés, collectifs, avec la fourniture d'un nouveau calcul à la fin de l'année prochaine et un outil en ligne sur le site de l'INES fin 2027. Voilà un peu la logique et le contexte de la réflexion. Donc aujourd'hui, on va se consacrer à Solopack et donc je laisse Philippe prendre la main et vous présenter ses travaux. Merci Edwige. Donc effectivement, l'objectif un peu de ce webinaire, c'est d'expliquer la démarche qui a été mise en œuvre sur Solopack. Et puis, si tout va bien, de présenter le noyau de calcul en live pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est dans un premier temps de présenter la méthode qui a été retenue, comment on a également traité les besoins de chaleur. On va passer sur les différentes applications traitées qui font appel à des packs solaires et enfin la présentation du noyau de calcul. Alors, en premier lieu, alors même si on a voulu garder Solo dans le nom de l'outil avec Solopack, il y a quand même une évolution majeure qui a été faite par rapport au Solo eau chaude sanitaire, c'est que on est parti d'emblée sur une logique de travailler avec une modélisation dynamique simplifiée plutôt que des corrélations. Solo pour l'eau chaude solaire se base sur un pas de temps mensuel et avec des corrélations qui ont été établies depuis des années, hein. La première version de Solo pour l'eau chaude solaire, ça datait de 92. 1992. Donc, les moyens de calcul n'étaient pas aussi sophistiqués qu'ils le sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'est posé effectivement la question, comme il n'y avait aucun historique au niveau des packs solaires, de la façon de traiter les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le choix de travailler sur une modélisation dynamique simplifiée plutôt que des corrélations. Alors,
Pourquoi ce choix? Eh ben, dans un premier temps, c'est surtout une simplicité dans les évolutions ultérieures de l'outil qui permettront relativement facilement à terme de pouvoir ajouter des choses complémentaires, des schémas complémentaires, puisqu'on travaille sur l'aspect module qu'on va assembler ensemble pour avoir un outil. Donc ça suppose une mise en œuvre quand même initiale qui est nettement plus complexe, mais une fois que cette mise en œuvre initiale est faite, effectivement la possibilité d'adjoindre de nouveaux schémas. Il y a aussi la possibilité de modifier certaines modélisations de composants au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles connaissances ou de nouvelles réglementations. Dans le cadre de Solopac, je pense notamment à la représentation des pompes à chaleur qui peuvent être améliorées au fur et à mesure des années sur l'aspect connaissance des packs, mesure des points de référence de la PAC. Donc on a cet élément-là. Et puis la troisième raison ou quatrième raison qui sous-tend ce travail, c'est que ça offre une meilleure précision et surtout une meilleure robustesse. Quand on travaille avec des corrélations, il faut rester dans le domaine d'utilisation de ces corrélations. Quand on travaille en modélisation dynamique simplifiée, on peut étendre puisque ce sont les phénomènes physiques qui sont représentés directement. Donc ça, c'est un choix qui a été fait à la base qui nous paraissait pertinent, d'autant plus qu'il n'y avait aucun outil existant sur lequel on partait. Mais quand on dit modélisation dynamique simplifiée, ça suppose d'avoir des vigilances. Et les vigilances principales, c'est le temps de calcul. Il ne faut pas oublier que c'est pas un outil de R&D, c'est un outil destiné aux concepteurs bureaux d'études. Et donc, le temps de calcul est un élément important. Il faut que le résultat soit quasi instantané. Il ne faut pas complexifier le nombre de données à saisir puisque quand on va être sur de la modélisation dynamique, tout de suite, on imagine qu'il va falloir donner des renseignements hyper importants. Donc, il faut réduire le nombre de données à saisir. Et puis, il faut disposer de données d'entrée qui soient compatibles avec une modélisation dynamique. Typiquement, c'est le cas des besoins de CS, des besoins de chauffage, et on le verra, des besoins piscine aussi. Donc, tous ces éléments-là, on a essayé de les retenir au mieux dans le cadre de ce développement. Donc, maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, on a ici un schéma type d'une installation de pack solaire, donc avec un préchauffage d'eau chaude sanitaire qui va être alimenté par la PAC qui est connectée à son évaporateur avec des capteurs non vitrés ou des capteurs PVT. On assure le préchauffage, il y a un complément qui va être assuré par une chaudière avec son ballon de stockage. Et puis, on a derrière l'aspect distribution et utilisation de l'ECS. Donc ça, c'est un schéma type dans ceux qui sont traités parmi ouais, les différents qui sont traités. Donc globalement, la méthode, comment on l'a architecturée? On a architecturé cette méthode autour des ballons de stockage qui sont les éléments centraux sur lesquels vont avoir des flux énergétiques en température et en débit qui vont arriver vers les ballons de stockage et partir des ballons de stockage.
Donc ça, c'est l'élément qu'on a pris en compte. Alors pourquoi les ballons? Parce que ce sont eux notamment qui vont avoir la principale composante d'inertie qui va intervenir dans de la modélisation dynamique. Donc, comment maintenant, si on découpe un petit peu le pourquoi du comment et comment ça a été fait, ben on a travaillé avec des ballons qui sont découpés en nœuds, un certain nombre de couches. Donc, on est parti sur 8 nœuds de température pour chaque ballon. Sachant que au niveau de chaque nœud, on va réaliser les bilans thermiques et on va assurer la vérification de la stratification. Et ça nous permet de construire un système matriciel 16-16 et on va résoudre ce système matriciel par inversion et plutôt que par une méthode itérative. Tout ça pour réduire les temps de calcul. Alors, donc, sur chaque nœud, ben, on va avoir les bilans. Par exemple, sur le nœud 12, ici, il va avoir, si on reprend le schéma précédent, ce qui arrive de la chaudière, va partir le débit de la chaudière du nœud 12 vers le nœud 11, ainsi de suite. Et puis, il va y avoir le puisage d'eau chaude avec de l'arrivée qui va venir du nœud 11 à une température plus basse, qui va repartir vers le nœud 13 ici. Donc on a un bilan qui est fait sur chaque nœud. Alors, on peut se poser la question de pourquoi 8 nœuds de température. Donc typiquement, à l'origine, on était parti sur 4 nœuds comme dans la réglementation dans la RE 2020. Et on s'est aperçu que quand on faisait de la comparaison entre de la modélisation détaillée menée avec Trensys versus de la modélisation simplifiée, on a vu que le modèle 4 nœuds, ça nous générait quand même des erreurs qui étaient assez significatives et qu'on pouvait sans doute améliorer ça. Donc on a doublé le nombre de nœuds, on est passé à 8. Pourquoi on s'est limité à 8 et qu'on n'est pas passé à 16 ou 32 où il y aurait eu encore une meilleure précision? Eh ben, c'est que le nombre de nœuds, il a un impact hyper important sur le temps de calcul suivant les méthodes, quand on multiplie par 2 le nombre de nœuds, on multiplie par 2, voire par 8, suivant les méthodes, le temps de calcul. Donc, à un moment, il faut arriver à trouver le compromis. Et ça, effectivement, nous génère des petites incertitudes avec 8 nœuds par rapport à un modèle à 32 nœuds, par exemple, mais on a estimé que c'était de l'ordre de l'acceptable. Donc, les ballons, c'est traité. Maintenant, la PAC. Alors, la PAC, c'était, et ça reste toujours un point de discussion et un point pas simple, euh, puisqu'il faut se mettre en adéquation avec ce qui existe, notamment d'un point de vue réglementaire, et ce qui est revendiqué par les fabricants et les mesures complémentaires qu'ils peuvent avoir. Donc, on était sur un élément qui est un élément pas très, très simple. Donc, ce qui a été choisi, c'est de travailler à partir de 2 points de mesure au niveau des performances de la PAC. Donc, soit un régime pour les packs haute température avec une source froide entre 10 et 7 degrés
et un régime de température au niveau du condenseur 40-45 et un deuxième point à 55-65 pour les packs haute température. Et pour les packs moyenne température, de travailler avec des points 17 au niveau de l'évaporateur et 40-45 pour le condenseur et 47-55 pour le condenseur sur le deuxième point. Et à partir de ces deux points, donc vous le voyez au niveau du COP, mais c'est la même chose au niveau des puissances absorbées. À partir de ces deux points, on construit la matrice de performance en utilisant les formulations de la RE 2020 qu'on retrouve, donc les impacts des températures, évaporateurs et condenseurs sur le COP d'une part et sur la puissance absorbée d'autre part. Donc on est sur quelque chose de simple, volontairement, qui correspond à des points mesurés, certifiés par des essais qui sont conformes à la NFEN 14511. Donc voilà l'aspect PAC qui est un point. Ben voilà, on fait avec ce qu'on a en termes de disponibilité, mais qui correspond pas forcément à ce que utilisent les constructeurs de leur côté avec leurs outils, mais qui est ouais, réglementaire, normatif. Pour le capteur, c'est relativement simple puisque on a la norme NFEN ISO 9806-3 qui donne toutes les caractéristiques des capteurs. Alors, c'est assez surprenant, mais globalement, avec deux points, on définit une PAC qui est quand même un système complexe. Et un capteur, il y a une quinzaine de paramètres qui sont mesurés dans la norme. Donc, on a une définition qui est beaucoup plus précise, une meilleure connaissance des capteurs que de la PAC au niveau des documents normatifs. Comme on travaille avec du dynamique simplifié, on n'a pas pris en compte les effets d'inertie des capteurs qui sont relativement peu importants, notamment au regard de l'inertie qu'on peut avoir sur les ballons de stockage. S'agissant de packs solaires, on a cette logique de nappes superposées qui peuvent être mises en œuvre, notamment quand on travaille avec des moquettes, où on peut avoir plusieurs couches de moquettes solaires. Le bilan de chacune des couches ne va pas être le même, puisque seule la couche supérieure sera soumise au rayonnement solaire. Les couches inférieures seront uniquement des échangeurs RO. Donc, voilà l'aspect traitement des capteurs. Les besoins de chaleur. Donc, c'est là où on a eu des choses à travailler en termes de développement, puisque bah, comme on est sur une méthode dynamique avec un pas de temps qui est inférieur à l'heure ou de l'ordre de l'heure, ben, ça implique de disposer des profils de besoin de chaleur avec ce pas de temps à une heure. Et ça, c'est quelque chose qui est ben, pas usuel, puisque typiquement, quand on est sur des applications d'eau chaude sanitaire, en général, on dit ben, pour le mois de janvier, on a en moyenne 2500 litres par jour qui ont été consommés, mais on n'a pas le profil horaire. Donc, on a reconstitué des profils de puisage horaire à partir d'un profil de puisage moyen mensuel et en utilisant un profil de répartition hebdomadaire et horaire, on obtient un profil de puisage horaire.
Donc ce profil de répartition hebdomadaire et horaire, aujourd'hui, celui qui est utilisé dans l'outil, il émane des travaux qui ont été menés par GRDF Caustic ADEME sur la compréhension des consommations de CS dans le logement collectif. Mais il y a aussi un profil RE2020 qui pourrait être utilisé. Voilà, ça nous permet, il y a un coefficient journalier typiquement qui dit que le samedi, on va consommer 110% de la consommation moyenne journalière et que le lundi, on va être à 85% de la consommation moyenne journalière. Et puis, donc un coefficient journalier et derrière un coefficient horaire qui dit que globalement, sur la tranche 12 heures, 13 heures, on va consommer 15% par exemple de la consommation journalière. Donc c'est comme ça qu'on construit ce profil de puisage horaire. Donc on va rester, comme on le voit sur le tableau de droite, sur des données d'entrée qui sont relativement simples, à savoir le volume d'eau chaude sanitaire consommé à la température de puisage donnée. Donc, sur la partie ECS, voilà comment le choix qui a été réalisé et comment on a procédé. Maintenant, le chauffage. Donc, on est sur cette même difficulté de passer de données d'entrée relativement simplifiées à des données d'entrée qui sont plus détaillées. Donc, on a retenu ici deux options. Une première option qui est de fournir un fichier de charge au pas de temps horaire. Donc ce fichier de charge, c'est le débit chauffage, la température de départ du circuit de chauffage et la température de retour du circuit de chauffage. Et ça, on le donne pour les 8760 heures de l'année. Donc c'est typiquement ce qui peut être généré par un outil annexe type modélisation détaillée du bâtiment et de ses besoins de chauffage. Donc ça, c'est une première option. Ça peut être notamment aujourd'hui en termes de conception, il y a beaucoup de bureaux d'études qui passent par des outils de modélisation détaillés des bâtiments. Donc on peut très bien accéder à cette information à partir de ces outils. Et là, on aura une bonne adéquation. Soit on va créer un fichier de charge au pas de temps horaire à partir des données mensuelles. Donc on reste toujours avec la saisie des besoins de chauffage en kilowattheure à l'échelle du mois, avec une température intérieure de consigne qui va être fournie, et on va avoir quelques renseignements complémentaires au niveau des émetteurs de chaleur, quelles vont être les températures de dimensionnement des émetteurs de chaleur et quelle va être la température extérieure de base du site pris en considération. Et à partir de ce fichier de charge, à partir de ces données mensuelles, on va créer le fichier de charge au pas de temps horaire. Alors, pour que ce soit clair et transparent sur la démarche qu'on a retenue, je l'explicite un petit peu ici. On va partir donc de ces résultats mensuels pour identifier un modèle de bâtiment complètement simplifié, où en gros, on va dire que les besoins de chauffage, c'est le coefficient de déperdition du bâtiment que multiplie les degrés heure, moins un coefficient d'apport solaire que multiplie les apports solaires sur une surface verticale sud, moins un coefficient d'apport interne. Et on va identifier ces trois coefficients surlignés en jaune. À partir du moment où on a ces trois coefficients, on va reconstruire
le modèle du pas de temps au pas de temps horaire en utilisant là les données horaires de température extérieure, les données horaires d'ensoleillement vertical, ce qui va nous donner un besoin de chauffage horaire. C'est à ce moment-là qu'on va intégrer un aspect inertie du bâtiment, puisque typiquement, quand on va utiliser cette formule-là, par moment, on va avoir des besoins de chauffage qui pourraient être négatifs. Et ces besoins de chauffage négatifs vont se traduire par une augmentation de la température du bâtiment. Donc, on intègre l'aspect inertie du bâtiment. On prend en compte les caractéristiques des émetteurs. Et derrière, ça nous permet de reconstruire ce fichier de charge. Alors, on a eu des étapes de validation de la méthodologie parce que c'est des choses où on n'a pas trouvé grand-chose dans la littérature sur des méthodes de reconstruction comme ça. La littérature est assez pauvre. Donc, on a testé notre méthode de validation et ça nous donne des résultats à 3 ou 4% près sur les résultats, donc complètement satisfaisant s'agissant d'un outil de modélisation simplifié. Donc voilà cette étape pour le chauffage. Et l'application traite, alors sur les besoins de chauffage, oui, ce qu'on recommande, c'est que quand on est en phase d'étude, où là, on va avoir la partie bâtie qui va être traitée, notamment dans des immeubles neufs, le fichier de charge sera préférable, donc sur la phase d'étude. Par contre, quand on est en phase de faisabilité, l'utilisation des besoins mensuels sera largement suffisant. Maintenant, j'en passe aux piscines. Et au niveau des piscines, on a eu la même philosophie. Sauf que là, on a encore une option un petit peu différente. Mais la première option, c'est de fournir un fichier de charge au pas de temps horaire. Donc, typiquement, ça va être le débit du circuit de filtration piscine, la température de retour piscine et la température de départ vers le bassin. Donc ce fichier de charge, c'est lui qui va nous servir à connaître la charge qui sera nécessaire à amener par la PAC. Donc première option. Et la deuxième option, c'est de créer un fichier de charge au pas de temps horaire à partir de données mensuelles. Et ces données mensuelles, bon là c'est un petit peu barbare le tableau, mais c'est relativement simple. C'est est-ce que la piscine elle est ouverte ou pas pour chacun des mois? Quelle est la température de la piscine? Quelle est la température de l'enceinte intérieure dans le cas des piscines couvertes? Quel est le taux de renouvellement d'eau des bassins? Et quelle est la durée de mise en œuvre de la couverture thermique sur les bassins? Donc, on a ces données-là à saisir. Et à partir de ces données mensuelles, on a ici un modèle simplifié des échanges thermiques des bassins, donc avec les formules assez usuelles et assez imparfaites qu'on peut trouver sur les bassins. Donc on a repris exactement ce qu'il y avait dans le livret Sokol piscine sur les formules d'évaporation, de rayonnement, de convection,
qui permettent d'établir le bilan des bassins. Et à partir de ce modèle simplifié des échanges thermiques des bassins, on crée le fichier de charge qu'on voit ici. Donc voilà un petit peu la méthodologie qui a été mise en œuvre pour les piscines. Maintenant, si j'en passe aux applications traitées par le noyau de calcul Solopac, donc on traite des applications d'eau chaude sanitaire. Il y a trois variantes. Chauffage des bassins, une variante. Eau chaude sanitaire et réchauffage des bassins, deux variantes. Et eau chaude sanitaire et chauffage des locaux, on a trois variantes principales. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail, on a repris cet outil, il est très en lien avec le livret Pack solaire qui avait été fait au sein de Sokol il y a 2 ou 3 ans maintenant. Donc, on a ici repris des variantes, enfin exactement les variantes qu'il y a dans le livret Sokol. On a la variante ECS1 qui est le préchauffage d'ECS avec le stockage en eau chaude sanitaire. La variante ECS2 qui est la production d'ECS avec stockage en ECS. Alors quand on dit production, c'est que la PAC est seule à faire le job. Il peut y avoir, c'est ce schéma qui figure sur la droite, il peut y avoir un petit appoint électrique ou hydraulique, mais qui n'est conçu qu'en secours ou pour passer des pointes importantes, mais qui n'est pas destiné à être utilisé en permanence. Et puis, on a le schéma ECS3 qui est le préchauffage d'ECS avec stockage en eau technique. Donc, cette application, bah, c'est dans le cas notamment des établissements de santé où les prescriptions concernant l'aspect légionnel empêchent le stockage en eau chaude sanitaire. En combinatoire avec ces trois variantes, on a trois options pour le bouclage sanitaire. La première, c'est pas de bouclage. Donc ça, c'est une configuration qui est euh, très rare, hein, puisque ça s'adresse principalement à des bâtiments collectifs, donc on a quasiment toujours du bouclage sanitaire. On a intégré une option bouclage réchauffé par un réchauffeur de boucle. Et notamment dans le cadre de l'existant, c'est des solutions qui peuvent exister. euh, et donc, c'était important de pouvoir les traiter pour nous. Et la troisième option pour le bouclage sanitaire, c'est un bouclage réchauffé par le ballon de stockage. Excusez-moi. Donc, trois options au niveau du bouclage sanitaire. Donc, quand on fait la combinatoire, on arrive à 9 cas ici. Si je passe sur la piscine, bah, il n'y a qu'une variante. Donc, effectivement, je vous l'ai déjà expliqué. On va avoir la piscine, donc directement les capteurs qui vont alimenter l'évaporateur de la PAC et la PAC qui va réchauffer les bassins au travers d'un échangeur à plaques sur le circuit de filtration. Donc ça, on n'a qu'une variante dans ce cas-là. Alors, pareil, au niveau de Sokol, c'est le schéma piscine 1. Quand on arrive sur des applications eau chaude sanitaire plus piscine,
Typiquement, le schéma que vous avez sur la droite. Donc là, on va avoir en parallèle le réchauffage des bassins et du préchauffage d'eau chaude sanitaire et la répartition de la PAC va se faire avec ce qu'on appelle une priorité au plus froid. Si le ballon ici est rempli d'eau froide parce qu'il y a eu des puisages, donc on va être à une quinzaine de degrés, alors que la piscine va être à 26, la PAC va basculer sur le préchauffage de CS. Et puis dès que le CS va être à 26, 27, on va rebasculer sur la piscine si toutefois il y a des besoins sur la piscine. Donc voilà le mode de fonctionnement qui a été retenu. Donc cette variante, qui est la variante piscine 3 du livret Socol, et une variante qui n'est pas dans le livret Socol, qui est le chauffage des bassins et de la production d'eau chaude sanitaire avec un stockage en eau technique. Donc là aussi, c'est euh, typiquement quand il y a des contraintes légionnelles ou des souhaits des maîtres d'ouvrage de vraiment se protéger sur ces aspects légionnels, eh ben, on a une production de CS instantanée qui va se faire à partir d'un stock en eau technique. Donc là, le schéma, ben, on le retrouve dans l'outil, dans la description de l'outil. On ne l'avait pas traité dans le livret Socol et finalement, il nous a coulé de sens ici puisque on l'avait traité au niveau de la variante CS3, ce qui était une équivalence. Donc là, on est parti sur la prise en compte de ce schéma. Un schéma qui était dans Socol, qui s'appelait Piscine 2, qu'on n'a pas jugé pertinent de reprendre dans l'outil. Et puis si j'arrive aux applications eau chaude sanitaire plus chauffage, on a repris les variantes du livret Socol chauffage 3 et 4, 1, 3, 4. La 2, on l'a laissée de côté parce qu'elle nous semble trop complexe en termes de mise en œuvre. À terme, c'est quelque chose qui pourrait être intégré, mais pour l'instant, ça nous a paru pertinent de ne pas la prendre en compte dans l'outil. Donc, quelles sont les distinctions et les descriptions de ces différentes variantes eau chaude sanitaire et chauffage? Donc, la première, c'est ce qu'on appelle une PAC double service en relève de chaudière avec utilisation de modules thermiques d'appartement. PAC double service en relève de chaudière, dans le vocable usuel, c'est que ben, la PAC solaire n'est pas capable d'assurer la totalité du service, mais elle va venir en préchauffage et elle va être appuyée par une chaudière en appoint. Et on a une utilisation de modules thermiques d'appartement. Donc ces modules thermiques d'appartement qui vont permettre, à partir d'une seule boucle de distribution, d'assurer localement à l'échelle de l'appartement la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage. Chauffage 3, c'est une PAC double service avec utilisation de modules thermiques d'appartement. Donc là, la PAC solaire est seule à faire le job. On a toujours ces modules thermiques d'appartement. Et la variante chauffage 4, c'est une PAC double service sans utilisation de modules thermiques d'appartement. Donc à ce moment-là,
on a une boucle eau chaude sanitaire et une boucle chauffage. La variante qu'on n'a pas retenue, la chauffage 2, c'était pack double service en relève de chaudière sans utilisation de module thermique d'appartement. Et là, bon, il y a quand même plusieurs ballons, il y a une complexité de mise en œuvre et c'est pour ça on l'a pas retenu. Donc, voilà un petit peu sur la vision des applications qu'on a souhaité intégrer dans l'outil. Maintenant, si on arrive sur ce qu'on appelle le noyau de calcul. Euh, et pourquoi cette appellation noyau de calcul et non logiciel? Ben, il y a plusieurs raisons à cela. On avait fait un petit peu la même démarche sur Solo. C'est qu'on distingue bien ce qui va être la méthode, la mise en œuvre de la méthode, la partie calcul, de la partie interface. Et quand on met le calcul et l'interface, c'est là où on obtient un logiciel. Quand on garde que la partie calcul et que l'interface, on essaie de faire quelque chose de vraiment très simple et tout, on conserve le terme noyau de calcul. Euh, donc sur Solo, quand on a développé Solo, on avait eu besoin de se faire un noyau de calcul pour vérifier que nos formules elles étaient correctes par rapport à de la modélisation dynamique détaillée. Bah, sur Solopack, ça a été exactement la même chose. Sauf que comme on a un temps de latence entre le moment où le noyau de calcul est disponible et l'outil qui sera hébergé sur le site d'Ines et développé, on a souhaité l'année dernière mettre le noyau de calcul de Solo à disposition, mais c'était vraiment très barbare en termes d'utilisation. On a utilisé la même philosophie au niveau de Solopack, sauf qu'on a quand même un petit peu amélioré l'interface pour que ce soit quand même utilisable et pas utilisable uniquement que par des addicts à l'informatique. Donc, on l'appelle noyau de calcul parce que c'est une interface simplifiée, parce qu'il n'y a pas de validation de la cohérence des saisies. Par exemple, vous pouvez saisir un ballon de stockage d'un volume de 10 litres. Il n'y a personne qui vous dira que c'est une bêtise. Parce que la saisie directe des besoins thermiques, ben, on est obligé de la faire extérieurement à l'outil. Et parce qu'on on a un affichage simplifié des résultats. Voilà. Et pourquoi avoir fait un noyau de calcul et non un logiciel? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Bah, l'outil final, il sera hébergé sur le site d'Ines d'ici fin 2026, donc dans un an. Le fait de mettre à disposition le noyau de calcul, c'est une version intermédiaire. C'est de se dire, bah, on met à disposition de la communauté un outil plutôt qui reste dans les tiroirs pendant un an. Et puis, bah, ça permet aussi de commencer à débugger parce que quand on fait ça, il y a toujours des bugs qui restent et que la version finale, eh ben, dès la fin 2026, elle pourra être directement opérationnelle. Bon, alors, ça a quelques limites, ce noyau de calcul. Ça fonctionne que sur les PC qui ont un point comme séparateur décimal. Donc, si vous avez un PC qui fonctionne avec la virgule, il faut modifier son paramétrage pour travailler avec un point. Et puis, bah, certains fichiers de besoins thermiques, il faut les créer à la main. La structure est simple, mais il faut les créer à la main. Donc, quelle allure il a
Et puis après, je me tenterai à une démonstration live qui, en général, comme toutes les démonstrations live, plante, mais c'est pour ça que j'ai quand même fait quelques écrans. Il se décompose d'une zone de saisie, d'une zone de résultat en bas, et puis de différents résultats annexes qui sont aussi dans un objectif de comprendre un peu ce qui se passe et d'avoir quelques résultats intermédiaires qui sont aussi utiles sur des phases de débugage potentiel. Cette zone, alors, on prend le risque, on y va. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, si j'ouvre un fichier, donc on va avoir ce que je vous disais, la zone de saisie qui va être ici, la zone de résultat et puis les résultats intermédiaires. Et cette zone de saisie va être décomposée avec différents onglets. Donc, un premier qui va être les généralités. On utilise des fichiers climatiques qui sont des fichiers climatiques au pas de temps horaire, au format EPW qui est un format très courant. Donc on peut récupérer ces fichiers climatiques au pas de temps horaire. Il y a plein de sources gratuites qui existent. On les a donnés dans l'aide avec l'outil. Mais typiquement, PVGIS permet de générer des fichiers EPW. Météonorm permet de générer des fichiers EPW. Donc, c'est un format qui est relativement courant et c'est des fichiers qui sont notamment beaucoup plus récents que les bases historiques qu'on pouvait avoir. On a la définition du système où on rappelle le petit schéma et là on a notre bibliothèque de schémas que je vous rappelais tout à l'heure. Donc préchauffage d'eau chaude sanitaire avec stockage en eau chaude, préchauffage d'eau chaude avec stockage en eau technique et à chaque fois les schémas qui se mettent en évidence. Production d'eau chaude avec stockage en eau chaude sanitaire, les systèmes chauffage, donc pack double service en relève de chaudière avec module thermique d'appartement. Donc on a toute la panoplie des schémas traités. Le cas échéant, on a les options sur le bouclage sanitaire. Donc, typiquement, les options que je vous évoquais, pas de bouclage, bouclage sanitaire réchauffé par un réchauffeur de boucle ou, ou bouclage sanitaire réchauffé par le ballon prioritaire. Donc, une fois qu'on a défini son système, on va commencer à composer son installation. L'élément central, ça va être la PAC. Et donc, la PAC, on va juste avoir à sélectionner le modèle de PAC qu'on veut. Donc, on a différentes packs. Donc, c'est des packs qui correspondent à ce qui existe sur le marché en packs qui ont des performances certifiées et qui ont des températures admissibles au niveau de l'évaporateur jusqu'à 50 degrés. Donc, typiquement, les conditions qu'il y a dans l'éligibilité au niveau du fond chaleur. Donc moi, j'ai quelques packs fictives ici dans mon fichier, mais qui sont liés à l'aspect débugage de l'outil. Donc si je prends ici, je reprends la même. On a les deux points de la matrice que je vous évoquais. Donc ici, on a affaire à une PAC haute température avec un régime 17 au niveau de l'évaporateur,
un régime 40-45 au niveau du condenseur, un COP de 3,82. Dans ces conditions-là, la puissance absorbée, elle est de 3,15 kW. Et puis la même chose sur le régime 55-65 avec un COP à 2,77 et une puissance absorbée de 4,19. On remet bien le warning sur le fait que la modélisation, elle est basée sur la matrice de performance et les formules de la RE 2020. Et on a aussi la possibilité de mettre plusieurs packs en parallèle lorsque unitairement la puissance de la PAC n'est pas suffisante. On va pouvoir en mettre deux, trois en parallèle. Donc typiquement, quand je vous dis que c'est un noyau de calcul, vous pouvez mettre 1028 packs en parallèle, l'outil il le prendra en compte, alors que dans la pratique, c'est pas jouable. L'onglet capteur, donc on est aussi sur une logique de travailler avec des capteurs qui sont prédéfinis. Donc là, on va avoir une base de données capteurs, typiquement des capteurs PVT, des capteurs moquettes. Ça aussi, c'est pour moi en phase de débugage. Mais on va retrouver ces fichiers prédéfinis dont les données sont reprises à partir de la Solarkey Mark ou à partir de l'avis technique et de la certification Eurovent Certita. On va avoir à définir le nombre de capteurs, le nombre de nappes superposées, c'est ce que je vous évoquais. On peut avoir plusieurs nappes superposées dont les nappes inférieures ne vont être que des échangeurs thermiques sans avoir de rayonnement solaire incident. L'inclinaison, l'orientation et l'exposition des capteurs vis-à-vis du vent, où on a le cas standard, on considère que la vitesse du vent, elle est égale à 0,5 fois la vitesse du vent prise à 10 mètres de hauteur. Donc à 10 mètres de hauteur, c'est dans le fichier météo. Le cas urbain à 10 mètres de haut, le cas campagne à 10 mètres de haut, urbain 5 mètres de haut et campagne 5 mètres de haut. Donc là, urbain, en général, on a des protections. Et puis, campagne, c'est plus exposé. Et plus on est haut, plus la vitesse de vent est importante. La possibilité d'avoir deux champs de capteurs distincts, et notamment ça, c'est pour répondre à des installations où il y a une partie du champ qui est en capteur moquette et l'autre partie du champ qui est en capteur PVT, ou alors à des capteurs PVT, mais dont une partie est orientée est et l'autre partie est orientée ouest. Donc on a la possibilité d'avoir ces deux champs de capteurs. Ils sont en parallèle. C'est l'a priori qui a été pris dès le départ. Ils ne sont pas du tout en série ni rien. Et puis une longueur de circuit primaire. Et on a travaillé par classe d'isolation. Donc on retrouve les différentes classes d'isolation 1 à 6 suivant les configurations. Donc c'est pareil, noyau de calcul et pas de vérification. Typiquement, on a des ratios. En général, on considère qu'il faut à peu près 5 mètres carrés par kilowatt de pack. Donc là, on le vérifie pas. On peut mettre n'importe quelle surface. Les stockages, donc ici le ballon de CS préchauffage. Bon, le nombre de ballons, son volume,
C'est assez classique. Et on va avoir des, hum, des éléments qui vont s'afficher suivant les différentes configurations. Donc, et le ballon ECS prioritaire. Ce ballon ECS prioritaire qui dispose toujours de sa résistance électrique d'appoint et la puissance de la résistance d'appoint, on peut la saisir, de même que sa température de consigne. Sur les autres températures de consigne, notamment la température de consigne à laquelle la PAC va chauffer le ballon de préchauffage et va chauffer le ballon de CS prioritaire, c'est codé en dur. C'est des discussions qu'on a eues au sein du GT Sokol dédié à cet outil, de façon à limiter les nombres de saisies au niveau de l'utilisation. Donc là, on est sur des besoins, une application eau chaude sanitaire. Donc le besoin d'eau chaude sanitaire, euh, ce que j'évoquais, c'est qu'on va utiliser des fichiers de besoins qu'il faudra remplir à la main à côté. Et je pourrais vous montrer l'allure des fichiers, mais c'est simple, hein. Et on va avoir le volume de CS puisé en litres par jour moyen pour chacun des mois et la température de puisage de l'ECS. Donc on insiste bien sur le fait que c'est la température de puisage, au point de puisage, et non pas la température à la distribution ou à la consigne des ballons. Pourquoi c'est au point de puisage? Ben, tout simplement parce que comme on est en modélisation dynamique, le bouclage sanitaire est aussi modélisé de façon dynamique. Et donc, avec un bouclage sanitaire qui, en général, fait du 55-50, si on définit des besoins de CS à 60 degrés, on n'a plus la cohérence de ce qu'on va puiser par rapport à la température du bouclage. Donc, c'est la raison essentielle. Et puis, le circuit de bouclage, on va pouvoir le définir par différentes options. Soit un débit de bouclage et un delta T aller-retour, soit une longueur de circuit de bouclage et une classe d'isolation, soit on va se dire que c'est un circuit de bouclage qui est de bonne qualité, c'est-à-dire que globalement, ils vont être de l'ordre de 50% des besoins d'eau chaude sanitaire, de qualité moyenne, 100% des besoins d'eau chaude sanitaire, ou de qualité médiocre, 150%. Voilà. Donc ici, comme on est, ah ben j'ai dû changer le système sur les besoins de chauffage, c'est ce que je vous évoquais, soit avec les besoins de chauffage au pas de temps mensuel, soit le fichier de charge fourni au pas de temps horaire et identique sur la piscine. Donc, je vais réouvrir parce que tout. Et puis là, ici, un onglet de synthèse. Ça, c'est typiquement la description de toutes les variables qu'on a vues auparavant sur les différents onglets. C'est ce qui ressemble étrangement au fichier qui est sauvegardé. Donc maintenant que j'ai tout bricolé, si je lance le calcul, voilà, on a notre fichier de résultats qu'on a ici. Qui va nous reprendre ben, la température extérieure, rayonnement horizontal, la température d'eau froide, les besoins de CS, les pertes de bouclage, l'énergie au condenseur,
l'énergie fournie au compresseur, l'énergie électrique fournie au compresseur, l'énergie fournie par les capteurs à l'évaporateur, la consommation des auxiliaires, donc c'est les auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation, donc c'est les pompes amont et aval, enfin pompes évaporateurs et pompes compresseurs et pompes condenseurs, le COP, la consommation de la résistance électrique, et puis les indicateurs qu'on retrouve usuellement, le taux d'économie d'énergie, le FSAV, et la contribution de la PAC sur l'ensemble des besoins. Ici, quelques éléments intermédiaires, une productivité capteur, le temps de fonctionnement des compresseurs, et les temps pendant lesquels la PAC a été en sécurité, soit par une température basse à l'évaporateur, soit par une température haute à l'évaporateur, soit par une température haute au condenseur. Et puis le temps de calcul, qui était un critère important. Donc la version qui sera diffusée sera une version compilé en mode debug, donc qui a à peu près 7 ans de calcul, parce que ça permettra de tracer tous les éventuels bugs. Il y aura une version compilée en mode release et on divise par deux le temps de calcul en mode release. Donc, on reste sur des choses complètement raisonnables. Et puis, pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près propre, on a quand même intégré un rapport HTML. Donc, on génère un rapport dans un format HTML. Donc, c'est un format lisible dans un navigateur Internet qui reprend le schéma de principe et puis les différentes généralités, le fichier météo qui a été pris en compte, le champ de capteur. Bon, on retrouve ces différentes informations et le tableau de résultats qu'on a ici. On a adjoint ici quelques comparaisons d'indicateurs annuels, notamment par rapport aux critères fond chaleur. Donc le fond chaleur impose un COP moyen annuel supérieur à 2,8. Là, on est à 3,02, donc le critère fond chaleur est satisfait. Le taux d'économie d'énergie, il est de 65%. Le critère fond chaleur, il doit être supérieur à 30%. C'est satisfait. Et la part des besoins couverts par la PAC, FPAC, est de 97%. Et le critère fond chaleur autorise un appoint effet Joule, donc une résistance électrique, si le FPAC est supérieur à 0,9. Donc on est conforme ici. Donc voilà un petit peu la présentation de cet outil. Donc voilà, je l'ai fait en live, donc j'ai plus besoin de d'aller sur ces différents. Donc voilà, ça c'est typiquement l'allure des fichiers de sauvegarde. Donc où on va retrouver tout de façon assez lisible. Donc les résultats et, euh, et voilà globalement. Maintenant, je suis plutôt disponible pour tout ce qui est questions-réponses et revenir éventuellement sur des éléments si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on a déjà une question. J'ai répondu dans le chat à ce que je pouvais, c'est-à-dire la question où l'outil de calcul sera disponible. Donc, en fait, il sera disponible sur le site Socol dans la partie conception, dans le, le catalogue qui regroupe la partie des logiciels de dimensionnement. Donc, j'ai mis le lien dans le chat.
Et une autre question qui portait sur si l'algo de calcul serait public comme Solo. La réponse c'est oui, mais c'est-à-dire que dans un premier temps, on le rendra disponible sur demande. En fait, il faudra nous en faire la demande, euh, voilà, avant de le rendre totalement public. Et par contre, il y avait une question de Daniel Munier. Donc, le modèle de bâtiment simplifié induit-il pour les besoins de chauffage que les besoins horaires sont entièrement lissés sur 24 heures, nonobstant une fréquentation diurne, etc. Ou ajoute-t-on le paramètre d'inertie du bâtiment? Alors, le paramètre d'inertie du bâtiment, il a été pris de façon en prenant une inertie moyenne à l'intérieur de l'algo. On n'a pris qu'une inertie moyenne. On n'est pas rentré dans le détail, comme je le disais, c'est du simplifié. Et deuxièmement, effectivement, les apports internes sont lissés sur 24 heures. Merci. J'ai une autre question de William Ray. Bonjour, peut-on voir un fichier exemple des besoins ECS et chauffage? Oui, quelques instants, je vous en trouve un. Alors, touc, touc, le voilà. Ça, c'est le besoin CS tel que vous l'avez vu tout à l'heure, qui a été utilisé. Donc donc c'est ce qu'on appelle des fichiers XML, un format assez standard. On a 13 valeurs de puisage en litres par jour. Le premier, c'est le puisage moyen annuel. Et puis le suivant, c'est janvier, février jusqu'à décembre. Et exactement la même chose au niveau des températures de puisage ECS. Donc ça, c'est sur un fichier ECS, un fichier chauffage. Je vais en avoir un également à vous montrer. Voilà. Donc même chose. On va retrouver ici les besoins de chauffage en kilowattheure annuel. Et puis après, pour janvier, pour février, pour mars, avril, mai, et ainsi de suite. Les températures intérieures de consigne, la température extérieure de base. Donc, je vous disais qu'il y avait quelques renseignements sur le circuit émetteur de chaleur. Donc, la température extérieure de base, le DT nominal du dimensionnement des radiateurs, donc entre la différence moyenne de température entre l'émetteur et l'ambiance dans les conditions de dimensionnement, la différence de température aller-retour des émetteurs de chaleur dans les conditions de dimensionnement, le type d'émetteur pour savoir si c'est du radiateur ou du plancher chauffant, la surface chauffée, et c'est tout. Merci. Alors, je pense que ça doit répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, soit dans le chat, soit si vous voulez lever la main. Dans les Tellement- conversations, je vois que des assistants AI qui prennent des notes et Oui, compagnie. et ça, alors, je ne sais pas du tout. Ils sont Donc venus tout finalement, seuls. on n'arrive plus à savoir qui converse. En tout cas, dans la Ah partie voilà. Donc dans la questions-réponses, partie questions-réponses. pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Alors s'il Donc, y avait les modèles SolarPack 25 et 50 ne sont pas intégrés pour le moment et c'est à nous de les créer. Non, ce ne sera pas à vous, c'est à moi de les remplir avec les indications que me donneront Heliopack. Euh,
pour le moment, ben, des packs solaires, je n'en connais pas d'autres. Si il y a des gens qui ont des packs solaires, ben, voilà, ce sera au sein du GT Sokol où on les intégrera tous. Euh, voilà Oui, une on a fait sur réponse. des modèles existants. Ensuite, au fur et à Les solaires mesure. PAC 25 et 50 sont des moyennes températures et effectivement, on les a pas saisis pour le moment. Une autre question, sera-t-il possible de renseigner les coefficients ISO 9806 pour les capteurs qui ne figurent pas dans la bibliothèque? Alors, c'est pareil, c'est un fichier XML, donc c'est très facile à saisir. Et puis, bah, pour l'instant, je pense qu'on a pris tous les capteurs qui correspondaient aux besoins, mais c'est pareil, alors si je vous montre un fichier capteur et un fichier pack aussi. Donc le fichier capteur, vous en avez un ici. Donc tout ça, c'est ce qui est saisi directement. C'est tous les coefficients saisis à partir de la marque. Donc la surface du capteur unitaire, on est en surface hors tout, hein, ISO 9806, c'est la surface hors tout. Coefficient est à 0, à 1, à 2 et ainsi de suite. Et puis, tant qu'on y est, mais on s'en sert, on retrouve les facteurs d'angle d'incidence, ce qu'on appelle les IAM, pour les différents angles, en transversal et en longitudinal. Donc ça, c'est des infos disponibles au niveau de la marque. Autant les prendre en compte. L'idée, c'est que au-delà de Solo Pack, on a utilisé la même structure pour Solo et on utilisera la même structure pour Solo SSC, ce qui fait que quand les outils seront portés par Inès, ce sera assez facile de se mettre en lien avec le site de l'Archimarque et le site de Rovan Certita au moyen d'API de façon à rapatrier en tant que de besoin les nouvelles caractéristiques de capteurs, les capteurs mis à jour, les nouveaux capteurs et tout ça. Et puis, tant que j'y suis sur les packs, si je vous montre un fichier pack, donc on retrouve la marque, le modèle, la gamme, est-ce que c'est une PAC haute température ou une PAC moyenne température? Si c'est la PAC haute température, il faut remplir le COP 1045, le COP 1065, PAPS 1045, PAPS 1065. En moyenne température, c'est le 1055. Et puis, vous voyez là ici un COP 50-55 et un COP 50-65. Donc ça, c'est des évolutions qui ont été prévues à terme de façon à mettre en avant les COP, les packs qui sont réellement prévus pour valoriser la haute température au niveau de l'évaporateur. On retrouve en indication complémentaire ben, la consommation des auxiliaires directement internes à la PAC, les températures de mini-évaporateur, maxi-évaporateur admissibles par la PAC, la température maxi du condenseur, et puis les débits nominaux et les puissances des circulateurs évaporateurs condenseurs. Donc ça, c'est obtenu à partir des essais certifiés des industriels et des fiches techniques pour les différents éléments. Merci. Alors, une autre question. Productivité capteur dans exemple live supérieure à 800 kWh au mètre carré, est-ce normal?
Alors oui, parce que la puissance, la productivité des capteurs ne se réfère pas uniquement au rayonnement solaire dans ce cas-là, puisque la PAC va aussi fonctionner comme un échangeur atmosphérique. Globalement, il faut prendre le sens de la productivité comme étant l'énergie qui a été récupérée par 1 mètre carré de capteur tout au long de l'année, pas uniquement lié au rayonnement solaire, mais lié aussi à l'échange atmosphérique. Merci pour ces précisions. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, dans tous les cas, donc, comme d'habitude, ce webinaire enregistré sera mis en ligne dans la partie membre du site Socol avec les supports de présentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi envoyer des questions via le formulaire contact sur le site Socol. Alors, une autre question, les COP sont-ils calculés au pas horaire en fonction des températures, évap et condense, COP de Carnot et rendement sur COP de Carnot? Non, le choix qui a été fait au niveau du calcul des COP en fonction de la température évaporateur, condenseur effective repose sur les formulations de la RE 2020. Donc la RE 2020 euh, prend en compte des corrections en fonction des températures évaporateurs et condenseurs. Et donc, on retrouve dans les 1600 pages de la RE 2020, on retrouve ces formules-là. Et c'est ces formules-là qui ont été reprises. C'est un choix qui a été pris dès le départ. Et c'est là où le fait de travailler sur de la modélisation dynamique simplifiée, c'est qu'il y a un petit module qui permet de modéliser la PAC. Et effectivement, si on décide à un moment de travailler sur euh, l'utilisation par rapport au COP Carnot, c'est une possibilité. Si tout le monde se met d'accord et qu'on montre que c'est plus pertinent de travailler avec le COP Carnot qu'avec la RE 2020, eh ben c'est une possibilité qu'on a tout pendant qu'on est sur des éléments tangibles. Euh, quand je parle d'éléments tangibles, c'est pas uniquement quelqu'un a dit que, mais c'est des documents de référence qui soient normatifs réglementaires. C'est le choix qu'on a fait. Pour l'instant, je vois pas de questions. On va laisser 2 minutes. Mais en tous les cas, bah, merci beaucoup Philippe pour tout ce travail et également, je ne sais pas s'ils sont présents, je vois pas tous les participants, mais un grand merci aussi aux contributeurs et notamment donc aux fabricants qui ont fourni les, euh, les données nécessaires à la réalisation de ce logiciel. Et puis, et bien sûr, merci aux participants à ce webinaire aujourd'hui. Donc, Oui, parce ce que ça a nouvel... été, avant, ça a été quand même un travail un petit peu de longue haleine quand même, avec effectivement une participation précieuse des industriels sur des séances de discussion et d'interrogation, de critique, de remise en cause, de praticité qui ont été précieuses pour arriver à ce travail. Je n'en ai été que le chef d'orchestre. Oui, mais enfin, bon, il y a quand même eu beaucoup d'échanges et de travail pour arriver à cet outil. Donc, je pense il sera vraiment utile et utilisé au vu de l'intérêt qu'a suscité ce webinaire. En tout cas, je vois pas d'autres questions, mais
Bah, encore une fois, voilà, ce sera, tout est disponible sur le site Socol. N'hésitez pas, à envoyer un message si nécessaire. Merci à tous les participants aujourd'hui et en espérant que ça permettra de générer beaucoup de projets sur ces typologies de produits. Merci beaucoup, Philippe, Merci, et à bientôt. Ah, merci, bonne journée, au revoir. bonne journée. Au revoir.